Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on commence? Ou est-ce qu'on attend encore un petit peu? On commence? Mais oui, si on a qui arrive au fur et à mesure, c'est pas très grave. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très contente de votre présence ici pour ce sujet qui est l'endométriose. Alors moi je me présente, je m'appelle Nathalie Romero, je suis bénévole pour l'association Endomind pour la région Île-de-France. Et dans mon parcours professionnel, donc, j'accompagne les femmes sur l'endométriose, donc c'est un sujet que je connais bien. Je vais commencer un petit peu par vous parler de l'association. L'association Endomind, qui est une association qui a donc été créée en 2014 par deux femmes, elles-mêmes atteintes d'endométriose. Alors cette association, elle met des choses en place et elle arrive à vivre grâce aux dons des patientes très souvent. C'est donc une association de patientes. Et donc les objectifs de l'association, c'est de mieux faire connaître la maladie, d'améliorer la prise en charge aussi des patientes, de faire changer le regard sur les malades et également de faire avancer la recherche. Donc c'est des gros sujets. Endomind organise deux grands événements dans l'année qui sont l'Endo-Run et l'Endo-Marche. C'est donc des événements sportifs. C'est de la course à pied, c'est des choses comme ça. Et donc ces grands événements permettent aussi de récolter des dons et de faire vivre l'association. L'année dernière, donc en 2021, l'association a créé la Fondation de recherche pour l'endométriose, qui est aussi un sujet très très important. Et vous avez ici les différents liens et réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez vous connecter, qui vous permettront d'avoir des informations sur la maladie et toutes les actualités. Alors je vais commencer par vous demander, je pense qu'actuellement, vous avez dû entendre souvent parler d'endométriose ces derniers mois parce qu'on en parle de plus en plus et c'est tant mieux. Mais vous, est-ce que vous savez ce que c'est? De quoi s'agit-il? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Qui sait de quoi on parle? Ouais, d'accord. Très bien. Alors après, je vais vous proposer des petites vidéos qui expliquent très bien le sujet. Mais avant ça, j'aimerais bien faire une parenthèse historique qui me paraît vraiment importante pour comprendre pourquoi aujourd'hui une maladie qui touche en France un peu plus de 4 millions de femmes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, 4 millions de femmes atteintes aujourd'hui, c'est autant que de personnes qui souffrent de diabète et un peu plus que de personnes qui souffrent d'asthme. Alors c'est absolument pas un concours, mais si vous faites un petit sondage autour de vous, demandez aux gens, est-ce que tu sais ce que c'est que le diabète? Oui. Tu sais ce que c'est l'asthme? Oui. Et l'endométriose? De quoi tu me parles? Je ne connais pas. Donc c'est une pathologie dont on parle de plus en plus, mais qui reste malgré tout assez méconnue. À l'époque de l'Antiquité, Hippocrate, qui est le père fondateur de la médecine, a établi que les pathologies féminines étaient associées à l'utérus, et notamment les troubles mentaux. D'ailleurs, le mot hystérie vient du mot grec hystéria, qui veut dire utérus. Ah, vous faites le lien? Utérus, hystérie. Voilà, on a tout résumé. Donc Hippocrate a établi que les maladies féminines étaient associées à l'utérus. Et puis ensuite, au Moyen-Âge, on a pensé que l'endométriose était une diabolisation. On l'a associée à de la sorcellerie. Alors qu'est-ce qu'on en faisait de ces pauvres femmes? Eh bien, on les exilait, on les exécutait, ou on les exorcisait.
C'était les sorcières. Bon, après, on a un petit peu avancé dans le temps, hein, mais les croyances ont la peau dure. Et donc, au XIXe siècle, il y a des équipes de chercheurs français, notamment le professeur Armand Trousseau, qui, lui, a bien établi le caractère organique de la maladie, et pas du tout psychologique. Donc déjà, on avait avancé, c'était très bien. Et c'était au XIXe siècle. Les années passent, et on reste encore avec ces croyances que les douleurs pelviennes sont associées à des troubles mentaux. Et aujourd'hui, de par cet héritage, dans l'inconscient collectif, c'est ça qui est important de comprendre, hein, dans l'inconscient collectif, avoir mal quand on a ses règles, c'est normal. C'est tout à fait normal. S'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, vraiment j'y tiens, ne retenez que celle-ci. Avoir mal quand on a ses règles, ce n'est pas normal. Et le corps aussi de la femme a souvent été analysé avec une perspective masculine. Il n'y a absolument pas de jugement féministe ou quoi dans mon discours, c'est pour expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Et donc le corps de la femme et donc les pathologies associées a souvent été examinées avec un œil masculin. Et du coup, ça n'a pas trop avancé. Voilà. Et donc ça a engendré ça engendre des délais de diagnostic extrêmement longs. Donc ça, c'est le constat à aujourd'hui. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles, les choses avancent. On verra ça un petit peu plus tard. Du coup, je vais vous montrer deux petites vidéos qui expliquent très bien ce que c'est que l'endométriose. Et après, je détaillerai un petit peu plus. Bonjour Michel Simon. Bonjour Yves. Ce matin, vous vous adressez aux 2 millions de femmes qui souffrent d'endométriose. Vous entendez bien ? De quoi s'agit-il exactement ? Alors c'est une maladie gynécologique qui touche à peu près 10% des femmes en âge de procréer. Dans endométriose, il y a endomètre. L'endomètre, c'est le tissu qui tapisse l'utérus à l'intérieur. Au cours du cycle menstruel, ce tissu prend de l'épaisseur pour se préparer à une grossesse. Et comme dans la plupart des cas, il n'y a pas de grossesse, et bien ce tissu se désagrège, se met à saigner, ça donne les règles. Mais quand une femme souffre d'endométriose, c'est tout autre chose qui se passe. Des fragments de ce fameux tissu, l'endomètre, donc, passent par les trompes, rejoignent le système digestif ou la vessie. Le symptôme principal, c'est la douleur qui surgit pendant les règles, mais ce n'est évidemment pas le seul. Alors du coup, quels sont les autres symptômes, Michel ? Alors d'abord, il faut que ces douleurs soient souvent vraiment intenses. Elles altèrent la qualité de vie. Si on ne peut pas aller au travail, si on ne peut pas faire ses courses ou du vélo à cause de ces douleurs, c'est un signe. Mais les femmes qui souffrent d'endométriose peuvent aussi avoir des rapports sexuels douloureux, passer systématiquement un mauvais moment quand elles vont aux toilettes, des choses pouvant aller de la diarrhée à la constipation. C'est épuisant pour les femmes concernées, sans compter que cette maladie chronique peut rendre infertile. Peut-on agir quand on est directement concerné ? Alors déjà, première chose, il faut y penser, on va y revenir. La patiente, le médecin doivent évoquer le diagnostic, le confirmer, parfois il est nécessaire d'opérer. Mais il y a du nouveau. Ah, expliquez-nous. Alors récemment, une vingtaine de femmes ont bénéficié d'une première mondiale. Elles ont été traitées par des ultrasons. Ça s'est passé à Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse. On a mis en œuvre une idée simple, détourner un appareil de traitement du cancer de la prostate pour cibler les lésions dues à l'endométriose. Il a suffi d'une sonde. C'était pas, même pas de la chirurgie, ça a duré 1 heure. Le résultat est là, plus de douleur pour ces femmes. Peut-on considérer qu'elles sont guéries ? Alors guéri non, mais disons que les lésions sont endormies, pour combien de temps, mystère, mais une chose est sûre, le quotidien de ces femmes a changé. Ah. Michel Simès a été coupé. Alors.
Excusez-moi. Hein. À moins que quelqu'un ait le code du Wi-Fi pour se connecter, parce que là, je passe par un partage de connexion. Alors, le code du Wi-Fi, c'est édurable, mais c'est un peu long à faire. En revanche, vous pouvez vous connecter à EduSpot, au visiteur, et puis quelqu'un peut vous mettre ses identifiants Insta dedans pour votre ordinateur, pour que vous puissiez vous connecter. Est-ce que du coup, tu veux bien te connecter, s'il te plaît? Je pense que c'est rapide. Bon, après, c'est des filles de l'école, donc ils ne pas toujours très bien. Ouais, c'est celui-là. Alors moi, ça vous donne une page de connexion. Ça marchait très bien tout à l'heure. Pas l'air d'accord. Voilà, c'est ça. Une partie. Non, mais je vais essayer de me reconnecter comme je faisais, on va voir. Bon, bah merci. Je vous en prie. Bah, pas très bien. Je crée un réseau. Disons que les lésions sont endormies pour combien de temps? Mystère, mais une chose est sûre, le quotidien de ces femmes a changé. J'aurais pas dit. Ouais, ça s'arrête au sinon, ça serait un monteur avec mon ordinateur. Sinon, on pourrait essayer visiteur. Il y a visiteur aussi si vous voulez, c'est la même chose mais ça marche. Normalement, c'est bon. On va essayer. S'il vous plaît. Je t'en prie. On va recommencer. Vous êtes sur RTL. Allez, je touche plus à rien.
Bonjour Michel Simon. Bonjour Yves. Ce matin, vous vous adressez aux 2 millions de femmes qui souffrent d'endométriose. Mais d'abord, de quoi s'agit-il exactement? Alors c'est une maladie gynécologique qui touche à peu près 10% des femmes en âge de procréer. Dans endométriose, il y a endomètre. L'endomètre, c'est le tissu qui tapisse l'utérus à l'intérieur. Au cours du cycle menstruel, ce tissu prend de l'épaisseur pour se préparer à une grossesse. Et comme dans la plupart des cas, il n'y a pas de grossesse, et bien ce tissu se désagrège, se met à saigner, ça donne les règles. Mais quand une femme souffre d'endométriose, c'est tout autre chose qui se passe. Des fragments de ce fameux tissu, l'endomètre donc, passent par les trompes, rejoignent le système digestif ou la vessie. Le symptôme principal, c'est la douleur qui surgit pendant les règles, mais ce n'est évidemment pas le seul. Alors du coup, quels sont les autres symptômes, Michel? Alors d'abord, il faut que ces douleurs soient souvent vraiment intenses. Elles altèrent la qualité de vie. Si on ne peut pas aller au travail, si on ne peut pas faire ses courses ou du vélo à cause de ces douleurs, c'est un signe. Mais les femmes qui souffrent d'endométriose peuvent aussi avoir des rapports sexuels douloureux, passer systématiquement un mauvais moment quand elles vont aux toilettes, des choses pouvant aller de la diarrhée à la constipation. C'est épuisant pour les femmes concernées, sans compter que cette maladie chronique peut rendre infertile. Peut-on agir quand on est directement concerné? Alors déjà, première chose, il faut y penser, on va y revenir. La patiente, le médecin doivent évoquer le diagnostic, le confirmer, parfois il est nécessaire d'opérer. Mais il y a du nouveau. Ah, expliquez-nous. Alors récemment, une vingtaine de femmes ont bénéficié d'une première mondiale. Elles ont été traitées par des ultrasons. Ça s'est passé à Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse. On a mis en œuvre une idée simple, détourner un appareil de traitement du cancer de la prostate pour cibler les lésions dues à l'endométriose. Il a suffi d'une sonde. C'était même pas de la chirurgie, ça a duré 1 heure. Le résultat est là, plus de douleur pour ces femmes. Peut-on considérer qu'elles sont guéries? Alors guéries non, mais disons que les lésions sont endormies. Pour combien de temps, mystère, mais une chose est sûre, le quotidien de ces femmes a changé. Ce traitement prometteur devrait inciter les pouvoirs publics à débloquer un peu d'argent pour la création de centres experts. C'est ce que souhaite le Collège des gynécos, qui estime que ça permettrait de fédérer les compétences sur le sujet et surtout d'organiser la prise en charge des femmes qui souffrent d'endométriose. Et je pense, comme eux, qu'il y a urgence. Pour quelle raison, Michel? Eh bien, tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que l'endométriose est souvent diagnostiquée par hasard avec un retard moyen de 5 ans. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que pendant 5 ans, la santé de ces femmes se dégrade, que la maladie a largement le temps d'affaiblir certains organes. Je rappelle que l'endométriose touche 2 millions de femmes, sans compter celles qui ne sont pas encore au courant. Merci beaucoup, Michel. À demain. À demain. Une autre explication? C'est pas parce qu'on a beaucoup d'endométriose qu'on a une forte douleur, et c'est pas parce qu'on a des petites endométriose qu'on a pas mal. On ne peut pas corréler l'intensité de la douleur. J'ai une forme à la colocation. J'ai besoin incontrôlable. La technique, c'est pas mon truc, vous l'avez compris. Des fortes douleurs, et c'est pas parce qu'on a des petites endométrioses qu'on a pas mal. On ne peut pas corréler l'intensité de la douleur. La douleur, chaque patiente endométriosique, elle s'écoute, elle se prend en charge dans sa globalité. Donc l'endométriose est une maladie qui est caractérisée par la localisation anormale de l'endomètre à l'extérieur de l'utérus. L'endomètre est une muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Lorsqu'elle se localise à l'extérieur, à chaque fois que les patients vont avoir leurs règles, elle va engendrer des saignements de manière anormaux à l'intérieur du ventre qui peut être à l'origine de douleurs ou d'infertilité. Ces 2 symptômes sont les 2 symptômes les plus fréquents décrits par les patientes qui présentent de l'endométriose. Donc, par rapport à ces douleurs de l'endométriose qui est quand même retrouvée dans 90% des patientes atteintes, on peut avoir différents types de douleurs en fonction de la localisation de la maladie. C'est-à-dire qu'on va avoir des endométrioses superficielles, endométriose profonde, donc superficielle plutôt péritonéale, profonde, on peut avoir des localisations vraiment derrière le péritone. Le péritone, c'est la muqueuse qui va tapisser l'intérieur du ventre. On peut avoir aussi des localisations digestives, des localisations vésicales, et en fonction de tous ces symptômes, de toutes ces localisations différentes, on va avoir des douleurs. Donc si c'est digestif, on peut avoir même jusqu'à des symptômes d'occlusion avec une difficulté.
Tant pis. Je vais compléter un petit peu. Alors, l'endométriose, c'est donc une maladie qui est chronique. On dit aussi que c'est une maladie qui est multifactorielle. Donc, c'est-à-dire que les causes de l'endométriose sont multiples. Aujourd'hui, les causes de la maladie ne sont pas encore clairement définies, mais il est fort probable qu'elles soient quand même bien identifiées. Ça reste encore à prouver scientifiquement, mais voilà, on avance. Et elle est aussi polymorphe. On dit très souvent qu'il y a autant d'endométriose que de femmes. Et oui, on est toutes différentes. Et surtout, les atteintes de l'endométriose sont toutes différentes. Ça touche aujourd'hui entre 10 et 20% des femmes qui sont en âge de procréer. Ça veut dire que ça peut démarrer à l'adolescence pour se terminer à la ménopause. Donc ça laisse quand même quelques décennies douloureuses. Donc l'endométriose, c'est quoi? Comme vous avez pu le voir dans les vidéos, eh bien dans l'utérus, il y a ce qu'on appelle l'endomètre. C'est donc, on va dire, un tapis de cellules. Ce tapis se désagrège au moment des règles, puisqu'il n'y a pas de fécondation, et donc il y a une évacuation du sang naturel vers le bas. Et quand on a de l'endométriose, eh bien, les cellules ne s'évacuent pas toutes, et donc vont circuler surtout dans la zone pelvienne essentiellement. Et ces cellules vont venir adhérer à d'autres parois ou d'autres organes. Dans les cas les plus graves, ces cellules vont migrer jusqu'au poumon, provoquant des pneumothorax. Et dans des cas encore plus extrêmes, il y a eu des cas d'endométriose qui atteignaient le cerveau. Alors le problème de ces cellules qui viennent migrer sur d'autres parois, d'autres organes, voire des nerfs, le nerf sciatique par exemple, le problème c'est que ces cellules, une fois qu'elles se sont collées à ces endroits, et bien au cycle prochain, au moment des règles, ces cellules, elles conservent ce qu'on appelle des propriétés hormonodépendantes. Elles vont saigner, ce qui va provoquer des lésions et de l'inflammation. C'est pour ça que c'est très douloureux. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la gravité de l'endométriose qu'on peut avoir, l'atteinte qu'on peut avoir n'est absolument pas en lien avec la douleur qu'on peut ressentir. Ça, c'est vraiment une notion importante. Parce que certaines femmes ont une endométriose qui est très répandue, qui vont avoir des douleurs, bien sûr, mais ça reste gérable. Alors que d'autres vont avoir des toutes petites atteintes d'endométriose. Il suffit que ce soit sur un nerf sciatique ou vraiment à un endroit très 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 sensible. Et là, si on ne bouge plus du lit, c'est la catastrophe. Alors bien sûr, l'endométriose, dans de nombreux cas, devient invalidante. Parce que ça affecte la vie personnelle, les relations intimes qu'on peut avoir avec son compagnon. Ça va affecter la vie professionnelle parce que on va avoir des arrêts maladie à répétition, parce qu'on n'est pas capable de sortir du lit. Ça va avoir des impacts sur notre vie sociale, parce que samedi soir, on avait prévu d'aller au restaurant avec nos amis, puis au dernier moment, crise d'endométriose, donc je ne peux plus sortir. Donc ça a vraiment un impact très négatif dans tous les aspects de la vie. Et puis, 40% des femmes qui sont atteintes souffrent d'infertilité. Et d'ailleurs, c'est souvent quand les femmes ont un projet de bébé, qu'elles se rendent compte que ça ne fonctionne pas comme elles le pensaient. Elles consultent, et là on soupçonne donc une infertilité, et c'est souvent par ce biais-là qu'on découvre c'est parce qu'il y a de l'endométriose.
Donc, comme je vous l'expliquais, les mécanismes de l'endométriose, eh bien, c'est une réaction inflammatoire. Donc, il y a de l'inflammation chronique causée par des micro-saignements menstruels à cause de ces fameuses cellules d'endomètre qui viennent adhérer à des parois ou des organes. Et puis, il y a aussi la formation d'adhérence. Les cellules, elles viennent se coller et parfois, par exemple, au niveau des ovaires, eh bien, à force, les cellules s'agglutinent comme ça, et ça vient coller et déformer le système génital féminin. Et on peut avoir aussi une atteinte nerveuse causée par les lésions d'endométriose. Donc vous avez ici un schéma des principales localisations des cellules d'endométriose. Donc ça peut toucher différents endroits, comme l'utérus, les trompes, les ovaires, les ligaments utérosacrés, le nerf sciatique, le tube digestif, le vagin, la vessie, le rectum, etc. Donc quand on souffre d'endométriose, en réalité, on peut avoir différents troubles, que ce soit digestifs ou urinaires, etc. Alors les causes de l'endométriose sur lesquelles les chercheurs travaillent, on a pu identifier peut-être un système immunitaire déficient. Oui. Une question, vous avez dit que ça pouvait par exemple être sur le nerf sciatique. Ouais. Ça veut dire que, est-ce que ces lésions qu'il y a suite à ça, elles peuvent avoir des impacts durables sur par exemple avoir des nouvelles complètement Oui. irréversibles? Oui. Donc, par exemple, si vous avez dit que ça pouvait des fois se faire dans le cerveau. Oui. Donc là, C'est des cas extrêmement rares. Oui, non, bien sûr. J'avoue, je ne veux pas vous faire peur. Oui, non, bien sûr, mais Il y en a dans ces peut-être cas-là, deux ou trois qui ont été répertoriés au monde. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il y a quand même un impact Neurologique grave. peut-être. Ouais. Certainement. Certainement. Et du coup, tout autour, parce que du coup, c'est des cellules qui migrent. Oui. Et qui migrent constamment. Alors non. Parce qu'en cours de route, on va proposer des solutions. Donc, on va le voir un petit peu après. L'endométriose, il y a zéro traitement en réalité. On ne sait pas guérir cette maladie. Par contre, le corps médical va proposer aujourd'hui des différents traitements pour pallier à la douleur et pour arrêter le cycle. Justement, pour éviter que les cellules qui ont migré ailleurs causent d'autres lésions à chaque fois qu'il y a un cycle. Lorsqu'on est diagnostiqué par exemple avec une endométriose au niveau des cellules de la vessie, par exemple, ça va évoluer au cours de la vie dans le Ça peut évoluer malheureusement. principalement. Oui, ça peut. Malgré les traitements. Malgré les traitements, mais je vais y venir un petit peu après. Évidemment, vous m'arrêtez à chaque fois que vous avez des questions, n'hésitez pas, ou si je ne suis pas claire, donc un système immunitaire déficient, pourquoi? Parce que normalement, dans notre corps, quand on a un intrus, et là ces petites cellules d'endométriose, clairement ce sont des intrus. Normalement, le système immunitaire il se met en alerte et il doit faire en sorte de les détruire. Et bien là, ça ne fonctionne pas. Évidemment, on va parler de l'environnement et de l'impact des perturbateurs endocriniens. Et aussi de la génétique. À l'automne 2021, des chercheurs ont commencé à identifier des gènes responsables de l'endométriose. Il n'y en aurait pas qu'un même. Et il pourrait y avoir aussi un dysfonctionnement hormonal avec une surproduction d'œstrogènes. Alors, toutes les femmes qui ont de l'endométriose, ça ne veut pas dire qu'elles cochent toutes les cases ici, mais elles peuvent en cocher au moins plus d'une. Alors, quelques chiffres.
On dit que ça concerne 10% des femmes, en réalité c'est plus que ça, c'est 10 à 20% des femmes. Le problème c'est qu'aujourd'hui, comme le diagnostic est très long, il y a une moyenne de 7 ans, on a entendu 5 tout à l'heure, mais en réalité on est plutôt sur 7 ans. Aujourd'hui, il est probable qu'il y ait de nombreuses femmes qui ont de l'endométriose et qui s'ignorent. Donc on est plus proche des 20%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 femmes sur 10. C'est énorme. Et 70% de ces femmes qui sont atteintes souffrent de douleurs chroniques, invalidantes. Et 40% peuvent rencontrer des problèmes d'infertilité. Zéro traitement de l'endométriose à aujourd'hui. En France, ça représente quasiment 4 millions de femmes, 140 millions en Europe et 400 millions dans le monde. Et là, on se dit comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de traitement avec ces chiffres. Les symptômes principaux, donc la liste n'est pas exhaustive, hein, bien sûr, mais on va retrouver très souvent des douleurs pendant les règles, mais pas seulement. On va retrouver des douleurs avant le cycle, pendant et après le cycle. Des douleurs pendant les rapports sexuels. Des douleurs quand on va uriner. Des troubles hémorragiques du cycle. Une fatigue chronique, ça ressort quasiment tout le temps. Des troubles digestifs, des douleurs de dos et d'épaule. Là, on ne l'a pas mis, mais des douleurs du nerf sciatique. Une infertilité, des troubles du sommeil. « 80% des femmes ressentent une limitation donc, dans leurs tâches quotidiennes. Et très souvent, on entend ces femmes qui disent j'ai l'impression d'avoir le corps d'une femme de 80 ans. Tellement elles sont fatiguées. Elles ont des difficultés à prendre soin d'elles et à profiter d'une vie sociale normale. À prendre soin de leur couple et de leur famille aussi. Pour les jeunes filles, c'est une scolarité qui est perturbée parce que beaucoup de jours d'absence. Ça peut causer des discriminations et des difficultés professionnelles, ben oui, parce que quand on a une collègue qui s'arrête tous les 4 matins, on a l'impression qu'elle n'a pas tellement envie de venir travailler. Hein. On se tape tout le boulot, mais en réalité, c'est parce qu'elle ne peut pas. Et ça, on ne comprend pas. Parce que les femmes qui sont atteintes d'endométriose, ça ne se voit pas sur elles. C'est presque invisible. Et donc, on arrive à un isolement et puis aussi à une incompréhension de l'entourage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Oui. Alors, nous, là, les femmes ici, comment est-ce qu'on sait en sortant sur la norme sur les grands médecins? Oui. Si tu as des doutes par rapport à ce qu'on vient de voir, on va l'expliquer après. Voilà. Qui aller voir? Évidemment, le mieux, c'est d'aller voir un médecin qui soit spécialisé dans l'endométriose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va réaliser différents examens de radiologie, donc des IRM, des échographies également. Parfois, les lésions, elles sont tellement petites que si le médecin n'a pas été formé à les lire, eh bien, il va passer à côté. Et donc, on va vous renvoyer vers un autre médecin et encore faire d'autres examens, on va vous donner des antidouleurs, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à 7 ans de diagnostic. C'est pour ça. Donc, vous allez retrouver sur différents réseaux et sites internet des médecins qui sont spécialisés. Ça, on vous dira ça après, puis vous avez la documentation ici qui pourra aussi vous aider. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, on continue. Alors voilà, le diagnostic, évidemment, s'il est réalisé par un médecin expert en endométriose, c'est quand même le mieux. On va pouvoir réaliser une échographie pelvienne, une écho endovaginale, un IRM ou une célioscopie. Célioscopie,
On fait une petite incision dans l'abdomen, on passe une petite caméra et on vient voir un petit peu ce qui se passe. L'association Endomind, elle peut évidemment vous diriger vers des médecins qui sont spécialisés. Donc les traitements, en réalité, c'est très limité. En première intention, on va donner des antidouleurs, des anti-inflammatoires, souvent assez forts pour que ce soit efficace. Et aussi pour essayer de freiner l'évolution de la maladie. On va aussi prescrire des pilules en continu, donc des pilules ou des stérilets aussi, pour vraiment couper le cycle. Alors la pilule, le problème c'est que il y a quand même beaucoup d'effets secondaires négatifs. Les changements d'humeur, les bouffées de chaleur, les migraines, la prise de poids, et j'en passe, et j'en passe. Les risques d'AVC, les risques de thrombose, beaucoup de choses pas très sympathiques. Et puis quand la maladie s'est un peu trop installée et qu'elle est trop douloureuse et que c'est plus possible, eh bien on va penser à la chirurgie. Alors la chirurgie, on peut avoir la chirurgie digestive. On va venir enlever les adhérences qui sont sur les parois intestinales ou ailleurs. Le cas le plus extrême, c'est l'hystérectomie. Je vous raconte que des trucs sympas, je suis désolée. L'hystérectomie, donc, ça va être une ablation de l'utérus. Ça, c'est dans les cas les plus extrêmes. Alors, les praticiens ne travaillent, les médecins, les chirurgiens ne travaillent jamais seuls. C'est souvent un travail de coordination avec d'autres, un gastro-entérologue, entre autres. Et avant d'en arriver à un tel extrême, ils vont s'assurer que la femme en question soit déjà pu avoir des enfants par chance auparavant, soit en tout cas n'a plus de désir de grossesse. C'est quand même violent. On sait qu'à l'arrêt des traitements, que ce soit les traitements chimiques ou les traitements par chirurgie, il y a souvent une récidive de l'endométriose 6 mois à 1 an après ces traitements. Et puis aussi aujourd'hui, de plus en plus, on oriente vers des méthodes naturelles. C'est bien de pouvoir l'associer avec des méthodes naturelles. Donc là, on va parler de sophrologie, de yoga, d'acupuncture, d'activité physique douce, un petit peu de gymnastique par exemple. Pourquoi? Parce que les cellules d'endométriose, comme elles viennent adhérer aux parois, elles créent de l'immobilité au niveau de la zone pelvienne. Et le fait de pouvoir bouger le bassin en douceur, ça permet de redonner de la mobilité à la zone et de ralentir et d'atténuer aussi les douleurs. On va parler de naturopathie, de kiné, d'ostéopathe aussi. Et puis d'alimentation anti-inflammatoire, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'endométriose c'est donc de l'inflammation chronique. Et c'est important vraiment de prendre aussi ce point-là en compte, parce que nos habitudes alimentaires, nos habitudes de vie, parfois on ne s'en rend pas compte, mais en fait ça peut aggraver encore l'inflammation. Je vous donne quelques exemples. Trop de café, trop de sucre. Le sucre, il y en a partout, dans les sodas, dans les gâteaux, partout. Les graisses saturées, par exemple, tous les produits transformés, les laitages, la viande rouge, les frites du McDo, il y a plein de choses comme ça. Vraiment à éviter. L'alcool, je suis sûre que vous ne pouvez pas. On survit, on survit. Quoi? Je disais on survit malgré tout ça. Et malgré tout ça, on survit.
Avant de passer à cette partie-là, je vais essayer de vous diffuser une autre vidéo si ça veut bien. Enfin, c'est 2 vidéos, 2 témoignages qui sont vraiment intéressants. J'espère que ça va fonctionner. On souffre H24, qu'on n'arrive pas à dormir correctement, que ça ne va pas dans son couple, que ça ne va pas au travail parce que l'endométriose est partout, ça a engendré une descente aux enfers. L'endométriose, ça a commencé très très tôt chez moi, lors de mes premières règles à l'âge de 13 ans. Un des symptômes assez important et global, ça va être la douleur pendant les rapports sexuels. Les premiers rapports sont douloureux. On peut rester en boule après un rapport sexuel pendant de longues minutes. Donc ça a un vrai impact sur la libido. Et voilà, on n'a pas spécialement envie. On se dit qu'on est peut-être bizarre parce qu'on n'aime pas ça. Mais quand on est jeune et que c'est les premiers rapports, on n'ose pas spécialement en parler autour de soi. C'est assez tabou. Comme on ne sait pas qu'on a atteint l'endométriose, on se construit mal. Derrière, ça fait des jeunes femmes qui sont mal avec leur sexualité, qui ont une image du sexe qui est complètement fausse. On n'a aucune prise en charge, on n'a aucun accompagnement. Pendant des années, j'ai toujours eu mal. Il faut savoir qu'aucun des gynécologues que j'ai consultés ne m'a prescrit d'échographie pelvienne ou d'analyse ou d'examen pour expliquer mes douleurs et mes absences mensuelles à l'école ou au travail. Il a fallu que je tombe sur un article sur Facebook pour que, en lisant les symptômes, je me rende compte que mince, alors je crois que je les coche tous. C'est à l'âge où j'avais des projets de famille, j'avais des projets de mariage. L'endométriose aussi m'a retiré la possibilité d'être mère naturellement un jour. Donc déjà, il y a eu le deuil de la maternité. Avec mon ancien conjoint, on a dû passer par des fécondations in vitro, donc par un parcours de PMA. Les rapports sexuels sont calculés par rapport au cycle de la femme. Il n'y avait plus de spontanéité, il n'y avait plus de désir. Ça a engendré une grosse frustration dans le couple, autant pour lui que pour moi, parce que lui pensait que je ne me sentais pas concernée par ses besoins, alors que non, j'étais trop occupée à gérer mes douleurs. Et je le dis, je pèse, la douleur rend fou. Donc, quand on souffre H24, qu'on n'arrive pas à dormir correctement, que ça ne va pas dans son couple, que ça ne va pas au travail parce que l'endométriose est partout, ça a engendré une descente aux enfers. J'ai quand même fini chez des psychiatres à avoir envie de mourir parce que je voulais que ça s'arrête. Ça ne s'arrête jamais, je veux que ça s'arrête. Et si pour ça il faut mourir, je vais mourir. J'envie les femmes libres qui n'ont pas de problème de sexualité. Moi, crocher sur quelqu'un et avoir une relation sexuelle avec la personne, c'est impossible. C'est aussi découvrir une partie de mon intimité et l'intimité que j'ai envie de préserver aujourd'hui parce qu'elle a été montrée et manipulée par tellement de personnes. Voilà, il faut du temps. Alors Imani, c'est une des ambassadrices, c'est l'ambassadrice marraine de l'association Endomine, chanteuse, si vous connaissez. Pleurer, d'être angoissé, mes parents aussi. Je m'appelle Imani et je suis venue vous parler de l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie exclusivement féminine qui est communément appelée la maladie des règles. Le milieu utérin réagit de manière aléatoire et le sang des règles ne va pas totalement à l'extérieur, il y a une partie qui reste à l'intérieur et donc s'écoule à l'intérieur du corps et va dans d'autres organes, va créer des nodules, va créer des kystes, va créer des adhérences entre les organes concomitantes généralement. Donc ça provoque des douleurs invalidantes qui vous empêchent d'aller au travail, qui vous empêchent d'aller à l'école, qui vous empêchent d'avoir une vie sociale saine. C'est la cause numéro 1 d'infertilité en France. Ça crée aussi des problèmes autres que des problèmes physiques, c'est des problèmes
psychologiques, comment est-ce qu'on fonctionne dans une société quand une fois par mois, on est tellement crevé qu'on ne peut pas sortir du lit, ou on a tellement de douleurs. C'est une vidéo sur le. C'est ça. Comment Visiteur, je crois, oui. Oui. Ou sinon, c'est HDMI, il y a quelqu'un d'autre qui veut brancher son ordi qui est sur l'ordinateur. Vous pouvez essayer de faire aussi, c'est rafraîchir la page et mettre la qualité, J'adore les patates. Vive la patate! Bonjour Nicolas, nous produisons des pommes de terre pour la filière qualité Carrefour avec un cahier des charges quand même qui est plus que conséquent pour avoir un produit qui a du goût. Pommes de terre craquées de la buzz! Filière qualité Carrefour, mieux pour les producteurs, l'environnement, les animaux et vous. C'est aussi ça, Act for Food. Organes concomitants généralement. Donc ça provoque des douleurs invalidantes qui vous empêchent d'aller au travail, qui vous empêchent d'aller à l'école, qui vous empêchent d'avoir une vie sociale saine. C'est la cause numéro 1 d'infertilité en France. Ça crée aussi des problèmes autres que des problèmes physiques, c'est des problèmes psychologiques. Comment est-ce qu'on fonctionne dans une société quand une fois par mois, on est tellement crevé qu'on ne peut pas sortir du lit, ou on a tellement de douleurs qu'on ne peut pas fonctionner, qu'on ne peut pas parler aux gens, qu'on ne peut pas aller travailler. Entre le moment où vous avez mal et le moment où on vous dit que vous avez l'endométriose, il se passe 7 à 9 ans. Donc il y a une errance médicale très longue qui plonge les femmes dans le désarroi parce que bien souvent, faute de diagnostic, on finit par vous dire c'est dans votre tête. Moi j'ai découvert ça, j'avais 23 ans, j'avais mal depuis l'âge de 16 ans, donc je vous laisse calculer. Et je l'ai appris en vacances à Tahiti parce que j'avais tellement mal, c'était tellement douloureux, bien plus que d'habitude, que mes parents ont eu peur et m'ont envoyé vers un médecin, un gynéco, qui lui avait l'expertise et a senti que ça pouvait être une endométriose. Donc j'ai eu de la chance. Et je me suis fait opérer immédiatement. Et à partir de ce moment-là, on m'a mis sous ménopause chimique. Donc on a une ménopause à 23 ans, avec toutes les galères que ça implique, les bouffées de chaleur, les chutes d'hormones, les chutes de cheveux, l'insomnie, le grand 8 émotionnel. Et puis c'est à peu près tout parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de traitement pour la maladie, il n'y a que pour les symptômes. Et même là encore, c'est limite. Avant le diagnostic, si vous voulez, vous souffrez, et la première personne à qui vous dites c'est votre mère, et votre mère elle a souffert aussi, et elle se dit t'as tes règles, c'est normal d'avoir mal. Donc c'est quand même quelque chose, c'est une phrase qu'on nous met dans la tête depuis la naissance et depuis la nuit des temps, si bien que c'est accepté par la société tout entière qu'une femme doit souffrir, c'est comme ça. Ça me faisait mal, mais j'acceptais que ce soit normal, donc il fallait que je serre les dents, j'étais une femme, j'ai pas choisi d'être femme, c'est comme ça. À partir du moment où je le sais, on entend les mots comme infertilité, on entend les mots comme endométriose, rien que le mot c'est effrayant, on a l'impression, on nous dit maladie rare, on nous dit il n'y a pas de cure, et on a l'impression qu'on est condamné. Et c'est vrai que ma première réaction ça a été de pleurer, d'être angoissée, mes parents aussi, mais cette maladie c'est 1 à 2 femmes sur 10 en France, ça fait 4,2 millions de femmes, 180 millions dans le monde, donc c'est pas vraiment normal qu'il n'y ait pas de médecin formé à détecter une maladie aussi populaire, en le sens qu'elle est très répandue. Il n'y a pas beaucoup de recherches à savoir quelles sont les causes de cette maladie. Est-ce qu'elles sont environnementales? Est-ce qu'elles sont génétiques? Est-ce qu'elles viennent de l'air qu'on respire? Il n'y a pas ces études-là, il n'y a pas assez de recherches, il n'y a peut-être pas assez de femmes en sciences et dans les corps de la recherche. Il faut aussi, tout est très lié à la place de la femme aussi dans la santé. C'est pour ça que c'est très intéressant l'endométriose, parce que ça ne touche pas juste la douleur des femmes pendant leurs règles, ça va toucher le patriarcat, le machisme, la place des femmes dans les sciences, la place des femmes dans la médecine, dans la recherche. Quand on vous dit qu'il y a environ 4,2 millions de femmes françaises qui sont atteintes de cette maladie et elles n'ont pas de solution à part prendre la pilule, parce que ça c'est une des solutions pour les symptômes. Vous pouvez prendre la pilule contraceptive qu'on fait donc vos règles, la ménopause chimique, ce qui est à peu près la même chose que de prendre une pilule, et la chirurgie, et le pire c'est quand on vous enlève l'utérus, une hystérectomie,
Mais il n'est pas dit que ça règle vraiment vos problèmes, ça peut peut-être vous en causer d'autres, certainement même. Là, on est 4,2 millions de femmes à souffrir chacune de son côté. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit 4,2 millions de femmes à souffrir tout ensemble et à avancer ensemble pour être visibles et pour être aussi entendues. Je conseille aux femmes donc d'adhérer aux associations, d'être proactives, autant mettre cette colère, cette énergie dans quelque chose de positif qui pourra peut-être ouvrir les yeux à l'opinion publique, au gouvernement, aux pharmaceutiques, aux chercheurs, pour qu'en fait un jour cette maladie n'existe plus. Et oui, et ça c'est le travail de l'association, de sensibiliser et d'en parler. Et je vous invite vraiment à faire la même chose. Gardez bien en tête que d'avoir mal, d'avoir des douleurs très fortes à chaque fois qu'on a ses règles, c'est absolument pas normal. Sur ce site internet, mapato.com, vous pouvez trouver une liste de médecins spécialisés en endométriose. Et là, vous avez un autre site qui est très très bien, très important, qui s'appelle deuxièmeavis.fr. Alors ce site, comme son nom l'indique, deuxième avis, c'est quand vous avez déjà eu un premier avis d'un médecin. On vous dit non, ce n'est pas de l'endométriose, mais vous, malgré tout, vous aimeriez avoir l'opinion d'un autre médecin. Vous pouvez envoyer vos examens sur ce site. Et derrière, vous avez des médecins qui sont spécialisés et qui donc vous feront un retour sous 7-10 jours, je crois. 7 jours, ouais. Sous 7 jours. Ouais, c'est 7 jours. Donc c'est assez rapide. Et du coup, ça vous permet vraiment d'avoir un autre avis. Voilà. Si toutefois vous aviez un doute. Et d'ailleurs, lorsque vous vous inscrivez pour avoir accès à cet outil-là, excusez-moi, vas-y, complète. Vous pouvez noter que vous venez de la part d'Endomind, il y a un petit truc déroulant, et auquel cas c'est gratuit, parce que pour les personnes qui le font autrement, ça a un coût, même si c'est pas forcément très cher par rapport à consulter un autre expert. Alors là, sur Paris, il y a un réseau qui s'appelle Resando, qui a été créé par des gynécologues, notamment de l'hôpital Saint-Joseph, spécialisés dans l'endométriose. Donc Resando, en fait, c'est un réseau ville-hôpital. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir créer une coordination entre la ville et les médecins de l'hôpital et donc de mieux prendre en charge les patientes. Et pareil, sur Resando, vous avez donc une liste de médecins spécialisés sur l'endométriose. Des questions? Vous êtes sage, hein? Alors là, on va attaquer la dernière partie. Donc, dans les actualités, là, on va finir avec une note positive, des notes positives. Et pas des moindres. Au mois de janvier, le président de la République a dévoilé une stratégie nationale de lutte pour l'endométriose. Donc il y a une vraie volonté des pouvoirs publics de prendre ce sujet, qui est un vrai sujet de santé publique, hein, comme vous l'avez compris. Et donc il y a plusieurs choses là qui vont se mettre en place, et notamment des filières de soins régionales. Donc les filières de soins régionales, elles vont se faire avec l'aide des ARS dans les régions. Et l'idée, c'est de dupliquer un petit peu ce que fait le réseau Resando, c'est-à-dire de créer des filières de soins entre les hôpitaux et les villes, avec des médecins spécialisés. Et donc l'idée, c'est de retrouver un petit peu ce même modèle dans chaque région. Toujours pour permettre aux patientes de ne pas errer et vraiment de pouvoir aller en tout cas de pouvoir consulter des professionnels spécialisés. L'autre point du gouvernement, c'est de développer, d'accentuer la recherche. Le président a dit, je m'en rappelle très bien, attention, il veut que la France soit pionnière
sur la recherche pour l'endométriose. Il veut également développer la formation des professionnels de santé. Ah mais il était temps. Le sujet de l'endométriose, juste comme ça, pour vous faire sourire encore. Le sujet de l'endométriose a été intégré au programme universitaire de médecine l'année dernière seulement. Donc moi, je ne fais pas de commentaires, juste je vous présente les choses après. Vous en pensez ce que vous voulez. Quand tu n'auras plus la caméra, on va en parler en off. Et donc, dans cette stratégie nationale, ce qu'on souhaite aussi, en tout cas ce que le gouvernement souhaite développer, évidemment, c'est le diagnostic. Donc, qui dit diagnostic, ça veut dire un diagnostic plus rapide, bien sûr, et une prise en charge plus efficace des patientes. Donc voilà, en ce moment, il y a pas mal de réunions de travail, entre notamment l'association Endomine, qui est vraiment sur tous ces sujets-là, et les pouvoirs publics. Et puis la grande nouveauté, et pas des moindres, c'est le test salivaire. C'est quand même, là, il faut être fier d'être français, je vous le dis. Donc il a été mis au point par une start-up qui se trouve à Lyon. Ce test salivaire, il a été mis au point par des chercheurs, par des ingénieurs, en collaboration aussi avec des gynécologues. Et donc aujourd'hui, techniquement, il est possible de cracher sur un petit test et d'avoir un résultat au bout de 10 jours. Donc 10 jours contre 7 ans en moyenne. Vous vous rendez compte de l'avancée? C'est une première mondiale, c'est juste énorme. En fait, ils ont réussi à identifier les biomarqueurs qui sont responsables de la maladie et de pouvoir faire ce test. Les résultats sont fiables à quasiment 100%. Alors maintenant, ce qu'on attend, c'est le feu vert de la Haute Autorité de Santé. Parce que ce test, il coûte en moyenne une centaine d'euros, c'est pas à la portée de tout le monde, de toutes les femmes, et il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Pas encore. Donc, tout le monde attend le feu vert de la Haute Autorité de Santé qui, elle, peut accepter que ce test soit pris en charge. Il n'est pas commercialisé. Pas encore. Il sera commercialisé On ne sait pas. Il existe, il est prêt. Et il fonctionne. Donc ça, c'est une vraie avancée aussi parce que, à travers ce test, d'abord de réduire ce délai à 10 jours et plus à 7 ans. Pour l'évolution de la maladie, c'est très très important. Parce que quand on a laissé filer 7 à 8 ans, mais la maladie, elle a tout le loisir de s'installer. Et du coup, d'engendrer des problèmes plus sérieux, comme l'infertilité par exemple. Alors que si c'est pris en charge beaucoup plus tôt, ça permet au contraire de ralentir cette évolution. Et puis à travers ce test aussi, ils sont en train de travailler pour faire ce qu'ils appellent des phénotypages. Donc vraiment d'identifier les biomarqueurs et ça va aider après à proposer des traitements adaptés pour chaque type d'endométriose. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas une endométriose, il y en a plusieurs. Et le fait de pouvoir récolter ces informations, eh bien, ça va pouvoir permettre de mettre en place des traitements adaptés et ciblés. Dans les dernières actualités, j'en vois d'autres. Des grosses actus. Des grosses actus. Il y a eu l'ALD avec Clémentine, mais ça, c'est un peu de débat. La proposition de résolution de la semaine. Au mois de janvier, Clémentine Autain a fait une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour que l'endométriose soit classée sur la liste des ALD 30. Est-ce que vous savez ce que c'est les ALD 30 ? Donc en France, il y a une liste de 30 pathologies. Donc c'est des pathologies qui sont chroniques, comme l'asthme, le diabète, le cancer et d'autres.
Cette liste de pathologies, eh bien, quand on est déclaré avec une ALD 30, eh bien, on est dispensé d'avance de frais médicaux. Ce qui est quand même pas une petite chose. Donc tous les examens d'imagerie, les traitements, etc., tout est pris en charge automatiquement. Il n'y a pas d'avance de frais à faire. Et donc Clémentine Autain a fait une proposition de résolution pour que l'endométriose apparaisse aussi sur cette liste d'ALD 30. Ça a été voté à l'unanimité. Ça aussi, c'est une première. Donc tous les partis politiques étaient d'accord pour dire oui, c'est une bonne chose et il faut le faire. C'est une proposition de résolution, donc maintenant ils ont encore du travail pour que ça avance et que ça prenne effet. En attendant, l'endométriose, récemment, elle a été classée sur la liste des ALD 31. Donc ça, c'est la liste juste après. C'est un début de reconnaissance. Il y a une exonération de certains frais, mais pas tous. Et puis, par exemple, si vous avez besoin d'un arrêt maladie parce que vous êtes trop douloureuse et que vous ne pouvez pas les travailler, eh bien, les jours de carence vont vous être comptés. Donc, suivant les branches dans lesquelles vous travaillez, on peut vous enlever 3 jours sur votre salaire. Alors que quand on est en ALD 30, il n'y a pas de journée de carence, il n'y a pas de perte de salaire. C'est une vraie prise en charge. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le remède peut ralentir l'évolution de la maladie, c'est la pilule ou Souvent. Oui, souvent. L'arrêt des règles, exactement. Alors après, les gens se bagarrent un petit peu sur les termes. On va parler de ménopause chimique. Non, c'est pas une ménopause parce qu'en réalité, si on arrête la pilule, le cycle se remet en route. Bon, c'est pas assez une ménopause, mais c'est un arrêt du cycle. Ça peut limiter. Après, dans d'autres cas, mais cela c'est quand c'est un stade déjà avancé, la chirurgie, le fait de venir enlever ces adhérences, quelque part, pardonnez-moi l'image, mais on va faire un nettoyage. Voilà. Donc, avant que les cellules se repropagent comme ça l'était, il va se passer du temps. Je crois vraiment aussi, et j'insiste un petit peu là-dessus, que, par exemple, une alimentation adaptée, anti-inflammatoire, ça aussi c'est important. C'est important d'essayer de mettre en place en tout cas une hygiène de vie qui nous corresponde. D'autres questions ? Est-ce que les problèmes de l'endométrie s'arrêtent avec la ménopause pour une femme ou oui. Ça continue? Dans la plupart des cas, ça s'arrête avec la ménopause. Comme il n'y a plus de cycle, ben ça s'arrête. Par les causes, vous avez parlé de la génétique, mais également l'environnement. L'environnement. Oui. Les perturbateurs endocriniens. C'est quoi? Alors les perturbateurs endocriniens, on vit avec tous les jours. C'est un petit peu comme les acariens. C'est un petit peu pareil. Les perturbateurs endocriniens, on va les trouver dans les plastiques. Il y a quelques années, un exemple dans les biberons. Pour les bébés, on a interdit les bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien. Donc on va les retrouver dans les plastiques. On va les retrouver dans l'alimentation avec les colorants. On va les retrouver dans nos produits de soins. Gel douche, le shampoing, le maquillage, le savon. Toutes ces choses. C'est des agents chimiques qui permettent souvent de conserver les produits plus longtemps. Dans l'alimentation, c'est le cas. Dans l'alimentation, ça peut être aussi des agents chimiques qui vont rendre le produit plus attrayant, plus beau, avec des colorants, par exemple. Ou alors, de pouvoir les conserver plus longtemps. Et c'est la même chose dans nos produits hygiéniques. Dans les serviettes hygiéniques, il y en a. Il y en a partout.
C'est important de lire les étiquettes. Il y en a dans les produits ménagers. On les reconnaît avec les laitiers. Par exemple, c'est les E quelque chose. Alors après, je ne les connais pas tous par cœur. Allez sur Internet. Liste perturbateurs endocriniens, et là, vous allez pouvoir retrouver les informations. On va les retrouver dans l'alimentation, dans tout ce qui est plats préparés, produits transformés. De toute façon, la nourriture, c'est simple. Hein. Plus le produit a été travaillé, et moins il est bon pour vous. Hein. Dans les vêtements, dans les colorants des vêtements, oui, dans le textile. Oui. Oui. Aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, donc là, on en parle pour la ménopause, mais on en parle aussi de plus en plus pour les problèmes de fertilité. Et pas seulement chez la femme, hein. Chez les hommes aussi. Moins de spermatozoïdes, par exemple. Je pense que ça, c'est des choses dont vous avez dû entendre parler. Ben, c'est notamment la faute aux perturbateurs endocriniens. Et puis, on va avoir l'impact aussi de la pollution. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Super. Est-ce que tout était clair pour vous ? Ouais, d'accord. Merci beaucoup pour votre présence. Et je suis ravie d'avoir vu des messieurs. Ça, c'est top. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est important. Parce que communiquer, ben, quelque part, c'est déjà agir. Voilà. Des fois, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça peut être vraiment important pour la personne en face de soi. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas, vous avez ici de la documentation de l'association. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup.